Salut, c'est Vince sur Histoire de vinyle. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo consacrée à la musique psychédélique aux États-Unis à la fin des années 60. Les lunettes de soleil, c'est pas pour ça, c'est parce que je vais évoquer aujourd'hui Los Angeles, la cité des stars, du cinéma, et le rock psychédélique à la fin des années 60. Alors, ça donne l'occasion de parler justement du psychédélisme au cinéma, non pas qu'il y ait à proprement parler des réalisateurs de films psychédéliques, mais disons que le psychédélisme a définitivement, disons, infusé dans certains films, à commencer par exemple, vous vous souvenez probablement d'une scène fameuse à la fin de 2001, l'Odyssée de l'espace de Stanley Kubrick, tout en flash lumineux au cours d'un voyage à la vitesse de la lumière. Bon, bref, voilà, il y a un exemple. Sinon, côté réalisateur, Tobe Hooper, je vais évoquer Tobe Hooper, donc, qui a réalisé Massacre à la tronçonneuse. Non pas que Massacre à la tronçonneuse soit réellement un film psychédélique, quoique dans le traitement de la lumière, par exemple, et l'ambiance très pesante, quasi onirique, ésotérique dans le film, mais en raison de son premier film, Eggshell, définitivement un film psychédélique. Autre réalisateur, William Friedkin, que vous connaissez par The Exorcist ou French Connection, mais qui a réalisé The Sorcerer, qui est très certainement un film psychédélique, à proprement parler. Encore une fois, pour ses ambiances très oniriques. C'est une reprise, en fait, c'est une reprise du Salaire de la peur. Bon, peu importe, on ne va pas trop digresser sur le cinéma psychédélique, mais tout de même, je veux quand même évoquer Werner Herzog en Europe, en raison en particulier de sa collaboration avec le groupe allemand Popol Vuh. Aussi en France, Philippe Garrel. Les premiers films de Philippe Garrel sont définitivement pour moi des films où infuse le psychédélisme, et en particulier ces films avec Nico. Bref, j'y reviendrai peut-être, mais en tout cas c'est important de l'évoquer. Et puis voilà, plus récemment, vous avez sans doute toutes et tous vu la série des Matrix, des sœurs Wachowski. Bon, bah, souvenez-vous qu'à un moment donné, il est offert au héros, Neo, de prendre une petite pilule. Une pilule qui le laissera dans le monde où il vit, dans la matrice, et une autre qui va lui ouvrir un autre horizon sensoriel et visuel, qui va lui ouvrir la voie vers le monde dit réel. C'est comme une inversion un petit peu de ce dont je vous parlais concernant le rock psychédélique et la démarche dans la prise de drogue hallucinogène. Bon, bref, voilà. Donc Los Angeles, c'est pas effectivement San Francisco, c'est une ville qui est plus ouverte, c'est plus au sud, il fait plus chaud, c'est une ville de business, le cinéma, mais aussi la musique. Beaucoup de groupes psychédéliques vont avoir une carrière vraiment internationale avec de vrais succès. Alors commençons pour cette série de 30 albums. Commençons par une petite série justement de groupes de garage psychédéliques. La musique psychédélique s'inspire, je vous l'ai dit, jazz, blues, country, folk, mais aussi du rock and roll. Et le garage rock, c'est d'inspiration, voilà, s'inspire du rock and roll avec des morceaux courts, violents, et puis il va y avoir une transition vers le psychédélisme, le garage psychédélique. Un des représentants de ce style, un petit peu, c'est The Leaves, qui sort leur premier album en 1966, qui remporte un petit succès avec une reprise de Hey Joe. Ah oui, vous connaissez Hey Joe, bien sûr, la reprise au moins de Jimi Hendrix Experience, et puis aussi peut-être celle des Byrds. Bref, c'est un titre qui revient dans le rock, et encore aujourd'hui. Petit succès qui leur vaut que leur album soit édité en Europe, et en particulier en France, sur le label Festival. Ici, c'est l'édition française. Donc 1966, les morceaux sont courts, définitivement d'inspiration psychédélique, avec des titres tels que Dr. Stone ou War of Distortion, par exemple. Donc, à recommander, enfin je vous le recommande, ils ont fait 2 albums, le premier 66, deuxième 67, puis Bobby Harlin, qui est le guitariste, lui va aller fonder ensuite The Hook, qui est un groupe de rock psychédélique,
qui sortira 2 albums. Ceci est une autre histoire. Autre groupe de garage psychédélique, sans aucun doute, en tout cas qui provient du garage, c'est The Chocolate Watch Band. Premier album, c'est celui-ci, No Way Out. C'est une réédition que vous avez ici, qui sort en 1967. Ils vont produire 3 albums. Les 2 premiers sont définitivement les plus intéressants. Il y a The Inner Mystic, qui sortira aussi en 67, si je ne dis pas de bêtises. Bref, ce sont aussi des morceaux courts, mais là, les sonorités, les effets sur les guitares, la distorsion, la fuzz, et aussi, bien sûr, les paroles assez oniriques. Bon, voilà. C'est la transition du garage vers le psychédélisme, c'est du garage psychédélique, c'est une grande réussite de ce point de vue-là, tout comme l'album suivant. L'album suivant, c'est assez fabuleux, c'est l'album de The Music Machine qui sort en tout début 1967, avec Tim Bonniwell. Il remporte un certain succès avec le titre Talk Talk, c'est un morceau très très court, c'est du garage avec un petit solo d'acide, de guitare acide assez percutant, assez magnifique dans ce morceau qui fait moins de 2 minutes. Donc on est généralement dans des titres très très courts, avec pas mal de reprises, c'est très fréquent pour les groupes de garage. Ils reprennent CC Rider, ils reprennent Taxman des Beatles, vous voyez la coupe des cheveux d'ailleurs un petit peu. Alors eux ils ont adopté un petit peu aussi la tenue Bad Boy, ils sont tout en noir avec un gant en cuir noir, un gant unique à la main droite. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme reprise? Bon bah voilà, il y a Hey Joe. Bah voilà, aussi, ils reprennent Hey Joe, c'est un très très bon album. Tous les autres titres sont composés par Tim Bonniwell. Bonniwell, ensuite, bon bah voilà, il prend un petit peu la grosse tête. The Music Machine va devenir Tim Bonniwell and the Music Machine, et malheureusement, le succès ne va pas revenir pour Tim Bonniwell, qui va un petit peu disparaître et ne plus jamais reparaître. Bon bref, très très bon album. Ici, l'appressage original de The Music Machine 1967. Alors ici un album qui sort, excusez-moi, c'est ce soleil au plafond là, qui sort en 1969, qui sonne un petit peu comme du 1967. D'aucuns diront que c'est peut-être un des meilleurs albums de rock psychédélique, bon, diront peut-être de la région de Los Angeles, moi je suis pas tout à fait d'accord, c'est un très très bon album, album unique, le pressage original très difficile à se procurer, heureusement il en existe des rééditions, ici avec sur le label Sundazed, c'est The Music Emporium qui produit un seul et unique album. Sundazed a été suffisamment sympa pour reproduire un petit peu la pochette double d'origine, perforée, vous voyez. À l'intérieur, ce qui n'existait pas dans le pressage original, vous avez toute l'histoire du groupe et les souvenirs des membres du groupe, qui vont tous devenir des profs de musique pratiquement au lycée après cette expérience. L'album sort en 1969, encore une fois. Alors l'ambiance dans orgue, guitare, qui donne très souvent avec la voix assez haut perché de la chanteuse, assez douce aussi, et du chanteur, une ambiance un petit peu liturgique, un petit peu renforcée par l'orgue qui est omniprésent. C'est un excellent album, tous les morceaux sont vraiment formidables. Donc The Music Emporium, sorti en 1969. Là, retournons un petit peu au côté obscur. Il y a, je vous ai dit, je vais évoquer dans des vidéos assez courtes des albums ou des groupes très obscurs. Celui-ci, c'est définitivement un dont je reparlerai avec un peu plus de détails. C'est le groupe Id. Le titre de l'album, The Inner Sound of Id, qui est paru en 1967 sur RCA Victor. On sait très peu de choses sur les musiciens, il n'y a qu'un seul nom qui est... Parce que c'est lui qui produit l'album, c'est lui qui compose les morceaux et les paroles, c'est Paul Arnold. L'ambiance ici est vraiment mystique, effectivement, renforcée par l'usage du sitar. Alors il n'est pas omniprésent, il n'écrase pas l'ensemble, puisque vous avez toujours cette ambiance, on est en 1967 et on ressent bien cette ambiance 1967, des morceaux assez percutants, une guitare très incisive, mais en particulier sur le titre éponyme, The Inner Sound of
Id, sur la deuxième phase, dernier morceau. Vous avez cette progression lente, vraiment une ambiance, l'allongement du morceau, le sitar, voilà, c'est un motif répétitif et puis qui enfle. Bref, c'est superbe morceau, superbe album en général. Id, un seul album en 1967. Alors lui, c'est un personnage très important dans l'histoire du rock aux États-Unis, même si vous allez me dire, c'est qui celui-là, j'ai jamais entendu parler de ce type. Quoique, c'est Merell Fankhauser. Merell Fankhauser va fonder très très tôt, très jeune, un groupe qui s'appelle The Exiles, de surf music, et puis il va ensuite passer eh bien, au psychédélisme progressivement, en passant par le garage, surf, garage, et puis psychédélisme. Tout ça, c'est très bien résumé dans le premier album qui s'appelle Fapardokli, qui est en fait une contraction du nom des différents musiciens qui composent le groupe. Superbe pochette. C'est une réédition, bien sûr, le pressage original, il y a très peu d'exemplaires qui ont été pressés. Cet album sort en 1967. Des titres courts, incisifs. Je vous dis, vous avez tous les aspects que j'ai évoqués, tous les styles musicaux que j'ai évoqués dans cet album, qui est vraiment excellent. Dans les Exiles, Merell Fankhauser joue avec un Jeff Cotton. Jeff Cotton, j'y reviendrai, parce qu'il ira fonder à Hawaï, cette fois-ci, avec Merell Fankhauser, le groupe Mu, et Jeff Cotton qui jouera avec le Captain Beefheart. Allez, j'y reviendrai. Digression. Il y a un autre album de Merell Fankhauser qui sort en 1967-68, je ne vais pas dire de bêtises. Ici, c'est une réédition, mais j'adore la pochette. Donc là, on est vraiment dans le rock psychédélique. Je préfère, c'est vraiment très bien, je préfère quand même le groupe Mu, mais on n'est pas à Los Angeles, on est à Hawaii, donc j'y reviendrai plus tard. C'est Merell Fankhauser and His Bounty, sorti en 60, je ne vais pas dire de bêtises, je crois que c'est 68. Voilà. Superbe réédition en raison de la pochette, superbe gravure, il n'y a pas de souci. Effectivement, la pochette originale, du pressage original est beaucoup moins jolie. Puis en plus, beaucoup plus difficile à se procurer. Alors, nous restons un petit peu dans des groupes définitivement qui se sont extirpés du garage rock et qui sont passés au psychédélisme. Ce sont les Seeds, bien sûr, de Sky Saxon. Ici, pour moi, c'est définitivement le meilleur album des Seeds, le plus abouti, le plus psychédélique, le plus riche du point de vue de l'inspiration, selon moi. Superbe pochette, sorti en 1967, si je ne dis pas de bêtises, et puis si je dis une bêtise, vous me corrigerez. Voilà. Vous allez me dire, mais il a qu'à faire ses devoirs aussi, monsieur la Vince, qu'est-ce que tu as? Bon, allez, c'est parti. Super. Alors, voilà un autre groupe. Alors, nous sommes en 1969, Time. Alors, dans un style totalement différent. Là, on est un petit peu, tout à l'heure, je parlais de la transition garage, surf, garage, psychédélisme. Là, on est plutôt dans la transition rock, psychédélisme et musique progressive. Bon, on est quand même plus rock, psychédélique. Time, c'est un acronyme pour Trust in Men Everywhere, très jolie pochette, double également, qui vaut, en son sein, il y a un certain monsieur Saint Nicholas qui faisait partie des Sparrows de John Kay. John Kay, le fondateur de Steppenwolf. Alors, ça me donne l'occasion d'évoquer The Sparrows. En fait, ça ne fait pas partie de la sélection des 15 pour Los Angeles, mais tant qu'à faire, digression pour digression. Il existe un enregistrement live des Sparrows. Vous allez dire, c'est écrit Steppenwolf. Bah oui, parce qu'en fait, les Sparrows fondés par John Kay, fondé par John Kay, qui lui fondera Steppenwolf, bien sûr, après le succès de Steppenwolf, eh bien, EMI va ressortir un live où le son n'est pas terrible, mais ça nous donne l'occasion d'entendre effectivement les Sparrows et pour la première fois le fameux titre de Pusher qui apparaît sur le premier album de Steppenwolf. Édition française, ici, je pense que c'est sorti en 1969 ou 70. Désolé. Hop, Steppenwolf, justement.
Bah oui, là pour le coup on est bien à Los Angeles. Deuxième album du Steppenwolf, Second, qui est sorti en 1968. Le premier, effectivement, qui porte le succès international qu'est Born to be Wild, qui jettera un petit peu d'ombre en fait sur la production des discographiques de Steppenwolf, je trouve. Le premier album est bien, mais c'est pas. Je préfère largement celui-ci, moi, qui est beaucoup, pour moi, le plus psychédélique, avec des titres comme Magic Carpet Ride, par exemple. John Kay aura une approche très politique de la société aux États-Unis. Il jouera un rôle important, ou en tout cas, il s'investira dans la lutte contre la guerre du Vietnam, et en particulier encouragera quelque part non pas à la désertion, mais en tout cas les objecteurs de conscience à fuir vers le Canada, figurez-vous. Le titre de Steppenwolf, The Draft Resistor, qui veut dire effectivement objecteur de conscience, évoque bien cela. Cet album sorti en 1968, vraiment très très bien. Ici c'est l'édition française de cet album, 1968, très très bon album de Steppenwolf. Toute la discographie en fait de Steppenwolf est vraiment excellente. Oublié un petit peu, même si c'est un très bon titre, hein, le Born to be Wild, composé par Mars Bonfire, qui faisait partie des Sparrows. Bref, Steppenwolf. Alors là, ce groupe réalise une fusion parfaite entre le blues et le rock psychédélique pour faire un blues rock psychédélique d'anthologie. Tout amateur de blues, tout amateur de rock psychédélique se doit d'écouter cet album, qui est une pure réussite, évidemment qui est passé totalement inaperçu, quasiment à l'époque. C'est 20th Century Zoo. Alors, c'est pas l'original, bien entendu, vous l'aurez compris, c'est un picture disc ici. Le titre de l'album, c'est Thunder Under a Clear Day, qui est sorti en 1968. Voilà, c'est une fusion parfaite entre le blues et le rock psychédélique. J'évoquerai un autre groupe, par exemple Sugar Creek, qui lui, sur son album, il y a des morceaux de blues, rock, et des morceaux de rock psychédélique. Là, c'est la fusion parfaite entre les deux. 20th Century Zoo. Réédition sur le label Radioactive. Alors ici, pour une fois, je vais choisir d'évoquer ce groupe par une compilation, et non pas par un de ses albums. Ce groupe, c'est un groupe emblématique de Los Angeles. C'est le Buffalo Springfield, avec en son sein au moins, que vous connaissez probablement, Stephen Stills et Neil Young, bien sûr. Pourquoi cette compilation? Pourquoi ne pas évoquer un album studio du Buffalo Springfield, que j'ai par ailleurs dans la discothèque? Non, j'aime bien. Et voilà, déjà sur cette compilation, il y a l'essentiel des morceaux, c'est un double album, hein, de Buffalo Springfield, et surtout, cette compilation vaut pour un titre, Bluebird, qui apparaît sur le deuxième album du Buffalo Springfield en 1967. Cette compilation sort en 1973. Et sur cette compilation, Bluebird dure plus de 9 minutes. Alors que je crois que sur l'album, ça dure 4 minutes. Alors vous retrouvez le début du morceau hein, sur la compilation, c'est le même. C'est Bluebird de l'album studio, etc. C'est la même chose. Et puis, le morceau, là où il se termine sur l'album studio, bing, il rebondit en quelque sorte, et pendant 5 minutes, c'est du délire psychédélique. Où Stephen Stills s'en donne à cœur joie à la guitare, bref. Si vous avez l'occasion de vous procurer cette galette. Donc cette compilation du Buffalo Springfield qui vaut pour ce titre, Bluebird, dans une version longue. Voilà un artiste un peu trop méconnu, et qui en plus a été quelque part occulté par la carrière de son fils, et non pas, c'est pas l'inverse qui s'est produit, parce que pour en avoir beaucoup discuté avec tout un tas de monde, son fils est très très bien connu, mais alors le papa, très très peu, paradoxalement. Nous pouvions imaginer que le succès du fils permettrait de ressortir les disques du papa. Et bien pas vraiment. Donc ce papa, c'est Tim Buckley, son fils c'est Jeff Buckley, tous les deux vont connaître un destin tragique. Pas la peine d'y revenir, vous irez voir ça dans les tabloïds. Ce qui est certain, c'est que Tim Buckley a donné sa voix à son fiston. La voix de Tim Buckley est chaude, douce,
avec voilà, une ampleur, plusieurs octaves, sans aucun doute, il traverse plusieurs octaves avec facilité, c'est assez extraordinaire. Et puis c'est un compositeur formidable. Lorca, cet album qui est sorti en 1969, le premier album de Tim Buckley sort en 1966, un album formidable de folk psychédélique. Alors là, il est complètement barré, c'est un album out there. Les morceaux sont allongés, sont très longs, et c'est surtout sa voix qui devient un instrument qu'il tord, qu'il modifie, c'est une étrangeté, mais c'est une pure merveille. Donc l'album Lorca de Tim Buckley, 1969, que je recommande très très vivement, la pochette est superbe. Alors, un groupe qui vient du garage, et puis qui va faire ici, en 1967, un disque, c'est son deuxième album, c'est les Electric Prunes, avec l'album Underground. Ça, c'est une réédition. Tout est formidable sur cet album. Le premier était déjà une réussite, qui avait remporté un certain succès avec le titre I Had Too Much to Dream Last Night. Et bon, là, il y a aussi il n'y a pas de succès équivalent sur cet album, mais l'album en lui-même est supérieur largement au premier. C'est une pure réussite. Alors d'aucuns diront que c'est un groupe de boys band qui a été monté de toutes pièces par un producteur qui compose une partie des morceaux et qui composera quasiment intégralement le troisième album, qui est une messe psychédélique en latin, Mass in F minor. Bon, moi je préfère largement celui-ci, deuxième album d'Electric Prunes, sorti en 1967, superbe album de rock, de garage rock psychédélique. Voilà un succès. Je pense que la maison de disques ne pensait pas que ce succès serait remporté par ce groupe, qui est un groupe d'acid rock, qui est difficile d'accès, et qui pourtant, avec un morceau, qui aura un succès fou dans les boîtes de nuit, un morceau qui dure sur l'album 17 minutes. C'est Iron Butterfly. Alors je vais quand même l'enlever de sa pochette plastique, mais pourquoi il ne l'a pas fait? Il aurait pu le faire plus tôt, hein? Il aurait gagné du temps le monsieur. Il est comme ça. Donc Iron Butterfly, In-A-Gadda-Da-Vida, l'album sort en 1968, c'est leur deuxième album. In-A-Gadda-Da-Vida, c'est une déformation de In the Garden of Eden, c'est le titre du morceau qui dure plus de 17 minutes sur la deuxième face. C'est assez incompréhensible le succès de ce morceau, c'est probablement son beat répétitif qui fait le succès de ce morceau, qui a fait le succès de ce morceau en boîte de nuit, parce que pour le coup, la voix caverneuse de Doug Ingle, le son caverneux de l'orgue, et la guitare très acide rock, assez difficile d'accès. Bref, ça c'est la pochette française, qui est sortie en 1970, alors que l'album est de 68. La pochette originale, là ici c'est l'édition anglaise, qui reprend la pochette du pressage états-unien, voilà, très très dans l'ambiance psychédélique. Un groupe, un de mes préférés. Ce groupe, ce sont les Love, pour lesquels un véritable culte a été voué, en particulier par les groupes de New Wave, de Cold Wave dans les années 80-90. C'est le groupe d'Arthur Lee, ça c'est le quatrième album du groupe, très différent des trois précédents qui sont d'inspiration, au moins pour les deux premiers, très garage. Et puis ça va devenir un peu plus psychédélique, beaucoup plus psychédélique avec le troisième, et puis celui-ci, qui est... Donc le groupe s'est dissous, Arthur Lee a réuni d'autres musiciens, ils vont passer plusieurs mois en studio, il y a eu l'occasion de sortir deux albums, celui-ci, For Sale, le meilleur des deux, l'autre c'est Out Here, qui sortira la même année, en 1969, qui est un double album. Les deux sont très bien, je préfère celui-ci, c'est une pure merveille de rock psychédélique, voire de hard rock psychédélique. Les guitares sont extraordinaires, la voix magique, les mélodies accrocheuses, impossible d'oublier. Le premier morceau, August, voilà, superbe introduction à l'album, ça dit tout le reste. Superbe pochette, enfin tout y est. Voilà, très grand album de Love, pas mon préféré, donc nous le retrouvons. Et enfin, un groupe qui a souffert de son succès en raison du succès du film dans lequel un des morceaux de ce groupe paraît, qui est ce film, c'est Easy Rider, pour le coup, vraiment, on est bien dans un film d'inspiration psychédélique, sans aucun doute, avec Peter Fonda. C'est
The Fraternity of Man, qui a rapidement fini sa carrière dans les bacs à soldes, la preuve en est, hein, vous voyez, 99 cents, moins d'$1 ici, pour cet album qui est pourtant absolument extraordinaire. Le titre en question, qui n'est pas psychédélique du tout, c'est Don't Bogart Me officiellement, mais en fait, Don't Bogart That Joint My Friend, ça veut dire fais passer un petit peu le joint mon pote, c'est-à-dire ne le monopolise pas, c'est la traduction de To Bogart en anglais. Bon, peu importe, je ne vais pas vous faire un cours dans les, mais qu'est-ce qui... Bon, bref, superbe album psychédélique. De The Fraternity of Man, ils vont faire 2 albums, celui-ci sort en 1968, le deuxième en 1969, le premier est bien plus intéressant, définitivement une merveille, avec des titres, franchement parmi les meilleurs titres de rock psychédélique, malheureusement, encore une fois, occulté par ce succès très country qui est présent sur l'album. The Fraternity of Man, voilà, c'est le dernier de ma sélection pour cette première partie. Qu'est-ce que puis-je vous dire? Eh bien, Vince, it's me, cares about you, and see you soon. Pour la deuxième partie consacrée au rock psychédélique à Los Angeles et ses environs.